parti. Salut à tous et bienvenue dans cette 30e émission sur notre page Facebook en direct MX Réflexion, mxreflexion.com si vous voulez retrouver toutes les archives et même sur notre chaîne YouTube sur laquelle il faut surtout pas hésiter à s'abonner. Des lives avec Sébastien Tortelli, Jackie Vimon, on a eu du Stéphane Dassé, on a eu du Olivier Nittard, enfin beaucoup de monde, même des pilotes depuis l'autre côté de l'Atlantique et notamment un fameux live avec David Villemin que je vous invite à regarder parce que ça a plu à beaucoup de monde, ça nous a plu à nous aussi. Ce week-end et on s'est régalé. Je ne t'entends plus. Ah, moi non plus. Eh bien, une bonne intro où ça a coupé. C'est bon, Nico? Ah, Nico. Moi, ça va très bien, je vous entends tous les deux. Blaise, comment vas-tu? 1, 2, 1, 2. Ah, c'est bon. Ça y est, je vous ai retrouvé. Et du coup, on avait été coupé du live. Bon, j'imagine que tu sortais ton blabla habituel de l'introduction, donc je me suis pas inquiété, tu vois. Non, ça va très bien. Ça va très bien. Du coup, pour notre blabla, je sais pas si tout le monde a entendu, mais bon, bienvenue à tous dans ce live. MX Réflexion et Blaise, eh bien, on t'accueille toi aussi comme chaque semaine. Ouais. Cette semaine d'ailleurs, ce week-end, on a roulé ensemble, on s'est préparé, affûté comme des lames pour le Kenny Festival. On se retrouve là-bas ce week-end, mais comment ça va? Eh bien, ça va très très bien. D'ailleurs, ça va faire mal ce week-end. Je sens qu'il va y avoir, de l'ornière cassée, du whip, il va y avoir de l'enduro qui part en travers en l'air de ton côté, Nico. On va avoir de l'Husqvarna, de la 450 Husqvarna sauter moins haut que tout le monde et aller plus vite que tout le monde. Je te sens prêt, je te sens affûté avec ton numéro 1. Ça va faire très très mal. Donc il me tarde de voir ça et il me tarde de passer un beau week-end avec tout le monde, avec le monde du motocross. Et je suis très content encore de vous accueillir, très content de parler motocross. On va parler un petit peu comme d'habitude des courses de ce week-end. On va recevoir comme il se doit notre invité du jour que l'on connaît très bien, qui fait partie d'une famille qui est vraiment impliquée dans le motocross. Donc ça nous fait très très plaisir de le recevoir ce soir. Et on va voir un petit peu comment il a évolué cette saison. Et on va voir qu'il a très très bien évolué et très rapidement. Donc Nico, je te laisse présenter notre invité du soir. Et voilà, avec nous ce soir, tu l'as un petit peu présenté, mais pour moi, il se révèle là, comme les derniers week-ends, un petit peu comme un des espoirs du cross français. Il sort tout juste d'un podium, son premier podium lors d'un supercross, le SX Tour de Briennon. C'est Julien Roussali. Comment ça va, Julien? Salut les gars, ça va très bien et ravi d'être avec vous ce soir. Bon, félicitations, c'était vraiment, franchement, faire un podium en SX Tour, c'est pas une blague. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne te connaissaient pas avant ce week-end, parce que ça y est, maintenant, je pense que tu reçois des messages de tous les côtés, de toute la galaxie. Pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi un petit peu et qu'est-ce que tu fais la semaine, qu'est-ce que tu fais le week-end, est-ce que tu es quelqu'un qui travaille la semaine, qui est étudiant, qui fait de la moto tout le temps? Dis-nous tout. Ok, donc moi c'est Julien Roussali, j'ai eu 19 ans donc là au mois d'août. Je fais de la moto depuis tout petit. J'ai commencé d'abord dans la Ligue Midi-Pyrénées, donc par chez nous. Et après, je me suis mis donc à faire les championnats de France, d'abord au mini-vert, au cadet. Puis après, je suis allé en junior. Et c'est notamment à ma dernière année de junior où j'ai commencé à me révéler un petit peu, notamment avec l'aide de Sébastien Bonal. On a beaucoup travaillé et on a atteint des résultats satisfaisants. J'ai terminé 4e du championnat de France junior motocross et vice-champion de France junior supercross. Donc là, c'était vraiment l'année où où je me suis un peu plus professionnalisé, où j'ai vraiment commencé à travailler un peu plus sérieusement. Et donc depuis cette année, je continue donc sur mon année où c'était ma première saison en BMI, où j'ai participé au championnat de France Elite et ensuite au SX Tour, donc dans cette catégorie 2,5. Et j'ai fait quelques bons résultats, notamment quelques top 10 en motocross comme en supercross. Et j'ai terminé la saison donc, de supercross avec une 5e place en finale à Genève. Donc là, c'était pas mal déjà l'année dernière. Et cette année, donc, j'ai continué donc, avec le même programme. Sauf que je suis passé donc pour le motocross en 350. Voilà, on en avait parlé déjà dans une interview précédemment. Et donc voilà, j'ai fait donc l'année en 350 pour me renforcer un peu musculairement et me préparer au mieux pour la saison Supercross donc qui arrive et qui est là en ce moment. Et donc voilà mon premier podium le week-end dernier.
c'était vraiment bien, vraiment exceptionnel. On s'y attendait pas trop, mais ça fait vraiment plaisir. Et toi, justement, tu mises tout sur le Supercross, donc du coup, tu as calqué ta saison pour être prêt au niveau du Supercross, en fait, ce passage 2,5 350, c'est juste parce que tu te sentais mieux sur la 350. Au début, c'était que je me sentais mieux sur la 350, mais après, on en a profité pour voilà, me perfectionner dans le Supercross. Comme j'avais loupé la première épreuve de l'élite, puisque je l'avais faite en 250 avant de passer en 350, on a pensé qu'il valait mieux miser sur le Supercross. Et c'est une discipline que j'aime bien. Ça fait maintenant 3 ans que j'y participe. Et je pense que je me régale un peu plus en Supercross qu'en motocross. Donc voilà, je suis plus motivé pour réussir en Supercross qu'en motocross, même si je pense qu'il faut faire les deux, qu'il faut faire le championnat de France élite et le Supercross pour être bon dans une des deux disciplines. Ouais, tu penses que ça t'apporte le motocross et ça t'apporte dans quoi justement pour le Supercross? Le motocross, je pense que ça permet de surtout garder la vitesse, notamment dans les virages. En Supercross, on retrouve quand même pas mal de virages ouverts où il faut rentrer avec une bonne vitesse pour, par exemple, faire l'enchaînement qu'il y a derrière. Donc, ouais, souvent, j'ai envie de dire, c'est un peu le piège en Supercross. Quand on débute, on se focalise vraiment sur les sauts parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. C'est très pointu, c'est compliqué, il faut être très précis. Mais il faut penser que la vitesse dans les virages, comme tu le dis, c'est surtout là-dessus que ça te permet de garder la vitesse, quoi. Et ouais, c'est ça, il faut vraiment se concentrer avant sur le virage, puis après sur l'enchaînement, parce que souvent, surtout avec les 2,5, en sortie de virage ou quoi, quand il y a un gros triple ou quelque chose à sauter, c'est surtout dans le virage qu'on gagne la vitesse. Et justement, toi, tu es passé très tôt sur un 350. On voit qu'il y a quand même beaucoup de pilotes qui restent assez longtemps en 2,5 et après qui basculent en 350 ou 450. Et est-ce que tu vas faire pareil en Supercross? Est-ce que tu penses que tu vas passer rapidement dans la catégorie au-dessus ou pas? Alors en Supercross, je pense que je vais attendre un peu plus. J'aimerais d'abord, pourquoi pas, gagner en SX2 avant de passer en SX1. Après, je commence déjà donc à faire quelques courses avec la 3,5, donc je roule en cross. J'ai participé au Supercross de Saint-Ibéry, où c'était une catégorie open, donc je pense que c'était bien de pouvoir le faire avec la 3,5 pour pouvoir rivaliser un peu plus. Et au Supercross aussi de Saint-Georges-de-Montaigu, il y a 15 jours où j'ai gagné la finale avec la 3,5, donc c'était sympa aussi. Ouais. Alors, on a une question sur laquelle j'ai envie de rebondir, une question de Vincent. On parle beaucoup de Supercross et de motocross, mais il y a Vincent qui nous parle de sable. À quand le Touquet avec Blaise, pourquoi pas? Et le sable, j'y vais normalement tous les hivers pour me préparer un peu pour la saison de motocross. L'hiver dernier, ça avait été compliqué un peu parce que, notamment par le mauvais temps, mais aussi parce que la saison de Supercross avait fini assez tard et du coup, on n'avait pas beaucoup de temps pour se préparer pour le motocross. Et donc, en cumulant le fait de la météo et du manque de temps, j'étais pas beaucoup allé. Mais le sable, ça me plaît bien. Après, au jour d'aujourd'hui, je suis plus focalisé sur le motocross et le supercross. Mais après, pourquoi pas, dans les années à venir, ou si on a quelque chose d'intéressant à faire, pourquoi pas aller dans le sable. Ouais, j'ai le même problème, j'ai le problème du supercross. Du coup, tu sais, la saison d'hiver, je suis un peu trop supercross. Et après, tu vois, tu peux pas faire. Et ouais, t'as plus le temps. Non, le problème de la super bible à excuses, surtout, oui. Non, ouais, mais en tout cas, c'est bien en fait de se préparer, je pense, dans le sable pour le cross. Je pense, enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, Julien. C'est quelque chose que j'ai pas trop eu l'occasion de faire, moi, quand j'étais plus jeune. Parce qu'on sait que ça abîme quand même pas mal les motos et du coup on était assez soigneux avec ça. Mais par contre, je pense que ça permet de garder la vitesse en virage, ça permet d'adopter une technique qui peut être valable aussi sur la terre par la suite. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, c'est ça, je pense que c'est intéressant à faire, comme tu disais, pour la vitesse en virage, tout ça, garder vraiment la vitesse. Mais aussi sur le fait que physiquement, quand on tient les manches de 30 minutes dans le sable, sur des circuits où c'est vraiment bien abîmé, comme à Sort ou au Bud Racing Training Camp par exemple aussi qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Je pense que quand on arrive à tenir un match de 30 minutes là, que physiquement on est au point et je pense qu'après on a moins de difficultés le jour des courses durant l'été pour terminer nos matchs. Donc ouais, je pense que sur ce point c'est aussi important d'y aller. Ouais. Ouais,
On a une question juste sur le live de Alix qui nous demande si c'est un métier à plein temps pour toi la moto. Alors pour moi, non. Enfin, pour cet été, c'était mon métier à plein temps parce que j'ai pas travaillé à côté et je faisais que ça. Je faisais que ça. Mais après, là que la rentrée a recommencé, donc lundi pour moi, je suis retourné à l'IUT. En fait, je fais un DUT, donc technique de commercialisation. C'est voilà, c'est pour apprendre les bases du commerce, pour former des commerciaux plus précisément. Et donc voilà, je fais l'IUT déjà depuis l'année dernière. Et en fait, il s'avère que j'ai un emploi du temps aménagé où j'ai le temps réparti pour mes cours et l'autre moitié de mon temps réparti pour mes entraînements. Donc j'ai vu ça avec les directeurs, avec tout le monde. En fait, il faut avoir le statut de sportif de haut niveau ou le statut de bon sportif national pour avoir cet emploi du temps aménagé. Et du coup, voilà, ça me permet de faire donc ma passion, la moto, et d'aussi continuer mes études parce que je pense que c'est quand même important de continuer les études à côté pour le futur. Ouais, parfait. Et je rebondis aussi sur ça. Sur le live, on a Olivier Nittard que l'on a reçu lors d'un précédent live Facebook qui nous dit que tu as une belle famille de pilotes avec les Roussali et apparemment ils se sont mis de gros blocs-pass avec ton père à l'époque. Donc voilà, il doit y avoir quelques anecdotes à raconter autour d'un bon verre, je pense, avec tout le monde. À un moment, on m'en a pas trop raconté, mais c'est sûr qu'à l'époque, il devait bien s'amuser. Tu roules des fois avec ton père ou c'est fini pour ton père la moto complètement? Pour mon père, c'est fini. Il y roulait encore il y a 4-5 ans, encore, il roulait un petit peu avec nous. Mais là, c'est vraiment fini. Il a trop mal au genou, trop mal à un poignet aussi, il n'a plus de ligaments. Et du coup, là, il peut plus rouler, mais c'est sûr que ça serait bien de le voir remonter sur une moto dans pas très longtemps. Du coup, on a des questions sur le live. On a Adrien qui nous demande, il a entendu que tu avais un emploi du temps aménagé. Je pense que ça, il a fait tilt. Il demande où tu es à la fac. C'est Adrien Lopez ou... Non, alors, il y a un autre Adrien Lopez. Je vais y venir, ne t'inquiète pas. Il va arriver. Ça parle charcuterie avec lui parce qu'il doit avoir faim. Non, moi, c'est pas une fac, mais c'est à l'IUT et c'est à Castres, du coup, pas très loin de chez moi. Du coup, c'est bien, j'ai les motos pas très loin pour aller m'entraîner ou quoi. C'est vraiment beaucoup plus pratique. Ouais, toi, tu es un pur produit tarné, on va dire, parce que tu fais tes études à Castres. On voit bien ton t-shirt Moto Team 80 qu'on salue, parce qu'on le connaît. CVO, pardon. Du coup, je voulais rebondir là-dessus. Est-ce que c'est possible d'être un pilote professionnel quand on est tarné? Alors, on a vu des très très bons pilotes comme Jérémy Tarros qui venait de là. Est-ce que c'est vraiment, tu penses, un département ou même la région Midi-Pyrénées et Languedoc où on peut devenir un très très bon pilote moto? Et justement, moi je voudrais même rajouter quelque chose, un très bon pilote moto supercross, sachant que c'est quand même assez dur de s'entraîner en supercross. Donc, qu'est-ce que tu en penses toi par rapport à ça? Ouais, alors je pense que c'est possible. Après, tout part déjà de la motivation. Si on est motivé pour y arriver, c'est sûr que ça fera bien partie de la réussite. Mais après, au niveau des circuits, en motocross, on a quand même pas mal de circuits, je pense, dans la région. Moi, je me situe donc à Laconne. C'est assez proche de l'Hérault, du Languedoc, tout ça, où il y a des circuits qui roulent tout l'hiver, comme Saint-Ibéry, Aspirant, Frontignan, tout ça. Et après, on a des circuits aussi donc à Midi-Pyrénées. Des circuits réputés comme Bruguière, Lozerte, j'ai Naves, Castres à côté aussi qui sont pas très loin. Et après j'ai aussi donc le circuit à Laconne, donc mon motoclub, où j'ai donc le circuit de motocross et on a fait une piste de supercross donc depuis 2 ans. Et donc ça me permet de m'entraîner dès que je veux. Je suis à 2 minutes du circuit, donc dès qu'il me faut aller m'entraîner en supercross ou quoi, je suis vraiment pas loin. Et ça c'est vraiment pratique. Et après, des pistes ouvertes permanentes, il n'y en a pas trop en Midi-Pyrénées. Après, quand on est, enfin, je parle des pistes supercross. Après, quand on est un peu dans le milieu, tout ça, on se connaît un peu entre pilotes. Et souvent, tous les pilotes du supercross ont une piste chez eux pour pouvoir s'entraîner. Donc après, on s'échange les pistes. Un coup, on s'invite, un coup, il y en a un qui vient chez soi, un coup, c'est l'inverse. Donc, je pense qu'après, il y a quand même moyen de pouvoir bien s'entraîner et de pouvoir réussir. Ouais, justement, on a Bobby Lapointe, notre ami Alexandre Peller sur le live, qui nous dit que la piste de Laconne est terrible. Donc, en plus de ça, elle a été refaite, non récemment?
Et ouais, on avait fait une première piste où c'était assez facile. Et même pour moi, au début, ça m'a permis de me remettre dans le bain il y a 2 ans. Et après, depuis, c'est moi qui me refais la piste. Donc, on a un Bobcat au motoclub. Donc, dès que la piste est abîmée ou dès que je me lasse d'un enchaînement, je peux aller le modifier et aller refaire un peu ce que je veux ou ce qui va arriver le week-end de course. Donc, ça, c'est vraiment bien de pouvoir faire ça. Du coup, différentes Au niveau de la mise au point des motos, c'est quoi la grosse informations. Nico, je vais Notamment. juste vous faire répéter parce que ça a coupé un petit peu. Donc, si vous pouvez juste répéter la question et la réponse, ça serait sympa. D'accord, alors je te posais la question du coup au niveau de la mise au point des motos, est-ce qu'il y a une réelle différence entre la moto de Supercross et la moto de motocross? Donc, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux motos. Au niveau du moteur, c'est exactement le même. Après, c'est notamment au niveau des suspensions que là, on a des suspensions beaucoup plus dures et beaucoup plus fermes pour notamment dans les whoops, que la moto bouge pas trop et qu'elle reste stable notamment dans les whoops. Après, il faut trouver un juste milieu pour qu'elle soit efficace en virage et notamment dans cette série de whoops. Donc voilà, des suspensions. Et après, au niveau de la transmission, on change le pour que un peu et que voilà, elle nous sorte à la sortie des virages ou sur un saut qui nous permette d'aller un peu plus loin. C'est notamment à ces deux niveaux qu'on a des changements. Ouais, et justement, on a vu que vous avez monté une petite structure avec la famille Roussali. Ça s'appelle Roussali Racing Team, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et justement, comment ça se passe un petit peu? Essaie de nous parler de cette structure. Est-ce que c'est une structure qui a été faite de manière officielle ou est-ce que c'est juste la famille qui s'est rassemblée avec des aides de quelques partenaires, pardon? Comment ça se passe? Non, donc la structure, pour l'instant, on va rester que la famille. On ne compte pas recruter un pilote ou quoi que ce soit. Donc c'est une structure sous le nom d'une association. En fait, on a pas mal de sponsors qui viennent en fait, enfin que nos parents, donc le père Hugo, mon oncle et mon père ont trouvé. Donc des sponsors notamment qui sont en relation avec l'usine de nos parents, donc Roussali SAS, qui nous permettent de financer une bonne partie de la saison. Et après, des sponsors dans le milieu de la moto, comme Moto Team, Bud Racing, First Racing, les casques 6D, Scott, voilà, plusieurs 98 aussi pour l'équipe déco, Beer et Motorex aussi, qui voilà, nous permettent de nous aider aussi pour la saison. Et donc voilà, c'est autour de ces sponsors que la saison est financée. Après, on ne finance pas toute la saison avec les sponsors, mais c'est déjà une bonne partie pour faire la saison d'élite et de Supercross. Et voilà, on essaie de se professionnaliser un petit peu. Cette année, on a fait faire des barnums avec les flocages de tous les sponsors et tout pour que ce soit un peu plus professionnel et donner une image un peu meilleure. Ouais, je voulais en venir à ça justement. C'est vrai que tu as toujours eu des motos très très propres, tes tenues sont clean, tu es toujours souriant, jamais la gueule. De mauvaises manches, on peut quand même venir vous saluer sous l'eau au ventre. Mais est-ce que vous êtes aussi d'ailleurs présent sur les réseaux sociaux pas mal avec des comptes rendus de course, des photos, tout ça. Est-ce que ça apporte réellement des sponsors ou est-ce que ça les fidélise justement? Et je pense que ça les fidélise, je pense. On voit qu'on s'intéresse à eux, que voilà, on essaie de montrer la meilleure image possible. Et je pense que c'est très important parce que les sponsors sont vraiment importants pour toute la saison. Et du coup, voilà, notamment avec les communiqués, cette année, on a fait faire nos communiqués à Benji MX, que vous connaissez très bien, je pense, Ouais. qui voilà, s'occupe de tous nos communiqués, de toutes nos photos et tout, qui essaie de faire vivre la page Facebook au maximum. Et voilà, je pense que c'est très important de donner une bonne image et voilà, pour être connu dans le milieu et pour voilà, se développer au maximum. Ouais, je pense que c'est important, là, le fait qu'un pilote qui, comme toi, commence à arriver à un certain niveau,
qu'il se fasse déléguer plutôt justement la communication réseaux sociaux Facebook, parce que ça va apporter, à mon avis, pas mal au niveau sponsoring. Et lui, s'il n'a pas à gérer ça, ça le libère pour sa partie entraînement. Parce que c'est vrai que si on a à penser à la partie entraînement, à chaque fois qu'on s'entraîne, à faire un selfie pour ses réseaux sociaux et à filmer son entraînement, etc., c'est vrai que je trouve que ça complique un petit peu les choses. Donc le fait de déléguer, au final, c'est pas mal. C'est plutôt un bon point. Et ouais, c'est sûr que ça nous enlève une partie du travail. Comme moi qui suis à l'IUT une bonne partie de la semaine et à la moto, c'est sûr que le lundi, pour pouvoir faire tous les communiqués, l'envoyer à tous les sponsors et tout, c'est un peu compliqué. Donc c'est sûr que le deal qu'on a trouvé avec Benji MX, c'est vraiment très bien pour cette année. Ouais, mais toi, ça te laisse le temps d'envoyer des Snapchats aux filles quand tu fais un podium à Briennon, par exemple. Voilà, c'est pas mal aussi. Et par contre, Blaise, j'ai un petit souci sur le live Facebook. Je ne peux pas avoir les grandes questions. J'arrive pas à appuyer sur afficher plus. Il y a une question qui me semble intéressante de Jocelyn Morisset. Je sais pas si tu peux la lire, si tu y as accès. Alors, Jocelyn nous dit, quand on parle des Roussali, que ce soit Julien ou Hugo, on dit souvent qu'il y a un pilotage très coulé. Est-ce que l'expérience de vos paternels en motocross qui vous guide à ce niveau-là, ou cela vous est venu naturellement? Donc, est-ce que c'est plutôt l'expérience de vos parents qui vous a aidé pour la partie coulée, la partie essayer d'avoir un style un peu moins agressif et un peu plus efficace, ou est-ce que ça vient vraiment de vous, de votre entraînement? Moi, je pense que c'est vraiment notamment mon père qui m'a vraiment appris ça dès le plus jeune âge. Il voulait vraiment qu'on fasse toujours attention, toujours réfléchir quand on fait les choses. Et je pense que ça m'a servi au jour d'aujourd'hui parce que je me suis blessé rarement. Je touchais du bois, mais pour l'instant, je me suis blessé rarement. Et je pense que c'est vraiment important de toujours réfléchir, toujours s'appliquer, toujours rester concentré. Et je pense que le pilotage vient avec ça. Et après, je pense qu'attacher une importance à tout ce qui est la technique sur la moto et aussi nous permet d'être plus compétitif et plus performant le jour des courses. Donc je pense que c'est vraiment nos parents qui nous ont inculqué ça. Et justement, physiquement, tu te prépares comment toi la semaine? Ça ressemble à quoi une de tes semaines si tu dois, on va dire, jongler entre l'IUT, la partie physique, la partie moto? Comment ça? Essaie de nous décortiquer un petit peu la semaine. Ouais. Alors là maintenant je suis revenu à l'IUT. Donc le lundi je vais en cours donc toute la journée à l'IUT. Le soir j'essaie de faire un décrassage pour décrasser du week-end et récupérer un petit peu et de nouveau être en forme pour la semaine qui arrive. Le mardi je vais en cours le matin jusqu'à midi et demi et après j'ai l'après-midi pour pouvoir aller m'entraîner. Donc là par exemple cet après-midi je suis allé m'entraîner en début d'après-midi jusqu'à 17h. Et le soir, je suis allé faire un petit tour de vélo, pareil, pour récupérer de la journée. Et demain, normalement, j'ai la journée de libre pour aller m'entraîner. Donc là, je vais aller donc au stage avec Sébastien Monal, donc dans l'Hérault, pas très loin. On essaie d'aller le plus régulièrement possible. Ces stages sont vraiment constructifs. On roule avec pas mal de bons pilotes et ça, je pense que c'est important aussi pour progresser. On peut y retrouver Fabien Isoire, Florent Richier, Thomas Charrière aussi, champion du monde de supermotard, ou encore Lucas Imbert qui là malheureusement est blessé en ce moment. Mais voilà, je pense que ça nous tire, ça nous pousse vers le haut. Et donc là, je trouve que c'est très important d'aller là-bas le mercredi. Donc voilà, j'ai le mercredi pour aller rouler. Le jeudi, j'essaie de faire une séance de sport un peu plus importante, comme une grosse sortie vélo, un footing, ou après je varie, des fois je vais à la salle de muscu aussi. Le vendredi, je me repose et je suis en cours à l'IUT aussi, tout comme le jeudi, j'ai oublié de vous le préciser. Et après, le week-end, c'est la course, donc on prépare tout le vendredi soir en rentrant et on part à la course le samedi. Donc, ça fait une grosse semaine quand même, une semaine bien chargée. Tu as peu de temps de libre. Est-ce que ça te laisse le temps pour t'intéresser aux filles ou pas? Si, ça va. On trouve le temps à l'IUT, quoi. Ça va bien. Il va alterner études filles et moto, quoi. Ouais, c'est un peu plus compliqué, mais ça va, on s'en sort. Ils sont bons, ces tarnais, quoi.
Du coup, Blaise, je sais pas si tu avais d'autres questions pour Julien. J'en vois pas d'autres sur le live, ou du moins, je ne peux pas les lire parce qu'elles sont trop longues. Donc, je te laisse regarder, balayer un Non. petit peu. Non, on a Benji qui nous fait un petit coucou. Après, on a Benoît qui nous envoie des compliments. Donc, merci à toi, Benoît. Et voilà. Oui, Après, je vois le début de la question. Il demande si on s'aime. Non, pas du tout. Enfin, moi, Blaise, personnellement, on fait semblant d'être amis. ouais, non, Et on se supporte pas en fait. ouais, c'est ça. Non, c'est juste professionnel. Voilà. Non, juste moi, c'est quand Julien a annoncé sa semaine type, et c'est vrai que ça m'a fait penser à ta semaine, Nico. C'est vrai que l'entraînement que tu as eu pour le Kenny, je pense que tu vas être très très compétitif là, vu que c'est un peu calqué sur la semaine que tu as eu toi, que tu vas avoir toi là. Donc, Oui, tout à fait. Enfin, surtout pour la soirée du samedi soir, parce qu'on avait dit qu'on serait parti ses tâches et que moi, je serais affûté pour la soirée du samedi. bon, sinon, on peut parler un petit peu. Toi, Julien, est-ce que tu as essayé toute la gamme chez KTM, 2,5, 350, 450, ou est-ce que tu as juste essayé la 2,5 et la 350? Ouais, j'ai essayé la 2,5 et la 350. Bon, pas les modèles 2019 encore, hein. D'accord. Mais j'ai aussi roulé avec la 450 à Hugo ou la 125 à Théo. Ça c'est bien, vu qu'on s'entraîne souvent tous les trois. Vous avez toute la gamme, déjà, c'est vrai que. ouais, voilà. On a la moto qu'on veut, donc de temps en temps on change. Et je pense que c'est bien aussi pour progresser de retourner des fois en 125. Ça nous donne un peu plus la niaque, tout ça. Et aussi de rouler en 450 pour voilà, avoir un peu plus de physique ou rouler un peu plus, etc. Donc, ça, c'est pour pouvoir changer de moto et s'entraîner ensemble. Ouais, justement, nous, on a eu l'occasion de tester là, ce week-end la 450 Husqvarna 2019. Donc, on va sortir une vidéo dans pas longtemps et on a trouvé que c'était une bonne moto. Donc, voilà, juste un petit mot pour dire que. Vas-y, Nico, vas-y. Non, ouais, c'est vrai que c'était. Enfin, moi, je me suis régalé. Ça faisait longtemps que j'avais pas roulé sur une 450. Et j'imaginais pas du tout ça d'une Husqvarna. Je pensais que ça allait être très violent au niveau moteur, difficile à piloter, exigeante. En fait, on a été très surpris à ce niveau-là. La partie cycle, pareil, très maniable. Le seul point noir, on va dire, pour tous les deux, c'était les suspensions, notamment la fourche à air. Et toi, je voulais rebondir là-dessus. Julien, tu roules avec quoi comme fourche? Je sais que tes suspensions sont préparées par Bud, je crois. Et c'est toujours des fourches à air ou tu adaptes d'autres suspensions? Non, on adapte d'autres suspensions. On roule avec les suspensions donc à ressort. Ça a coupé, Mais donc juste je précise les All-ins, parce que ça a coupé à ce moment-là. Ouais, donc, pas de pub. Non. Les suspensions, ouais, All-ins, donc après préparées par Bud Racing. Donc voilà, sur toutes les motos du team, donc que ce soit pour Hugo, pour Théo, pour moi, on roule voilà, la saison avec ces suspensions. On a Benjamin qui nous pose une question intéressante sur le live, qui nous demande le budget d'une saison à ton niveau. Alors lui, il précise une saison SX. Je ne sais pas si tu arrives à découper SX ou MX. Est-ce que tu as le budget à peu près d'une saison pour toi? Alors là, je ne saurais pas vous dire. Ouais. C'est plus mon père et mes parents qui gèrent ça. Ouais, t'en as aucune idée. Mais ouais, j'en ai vraiment aucune idée. Ouais. Et on a ton frère Théo qui nous demande quand tu te mets au freestyle, parce qu'à l'époque, tu faisais des knock-knock apparemment. Ouais, mais j'ai vite arrêté. Ouais, je me rappelle encore la première fois où j'ai lâché la main. J'ai fini allongé dans un talus, je pense que c'était pas fait pour moi. Ouais. T'arrives à tirer des tir-off quand même dans l'air? Ouais, les tir-off maintenant c'est bon, mais il faut juste faire ça. T'expliqueras à Blaise alors, parce qu'il met encore un tir-off de chaque côté, tu sais, comme les goons quand on est à nu. À l'ancienne, ouais. Ça, c'est le secours, le tir-off de secours. Bon, je pense que Théo. Vas-y. Ouais, je pense que Théo, il pourrait peut-être lui s'y mettre au freestyle. Ouais, il aurait les fins de manche un peu moins dures, peut-être. Bon, sa chambre entre frères. Juste un dernier mot pour dire qu'on sera, Nico, au CBO Days les 13 et 14 octobre pour essayer quasiment toutes les marques. Donc on fera pas mal de vidéos sur les modèles 2019. Voilà, donc CBO Days 13 et 14 octobre. Et après ces dates-là, il y aura la plupart des vidéos sur les modèles 2019 qui sortiront. Donc je pense que ça peut en intéresser certains, surtout ceux qui veulent changer de marque ou avoir le ressenti de pilote plutôt de ligue, voilà, de notre niveau, quoi. C'est vrai qu'il y aura quasiment toutes les marques, mis à part les KTM et les Suzuki, et ça se passera au Lucas Bike Park. Exactement. Donc je crois que c'est vers Agen, si mes souvenirs sont bons, Blaise. Pas très loin, oui, aux alentours, on va dire à 45 minutes d'Agen, il me semble, quelque chose comme ça.
D'accord, dis voilà, ça à donc peu dans le près. sud, ceux qui veulent voir ça, les CBO Days, vous pouvez vous renseigner auprès des magasins CBO, Toulouse ou Agen, n'importe lequel, vous leur envoyez un message sur Facebook ou vous les appelez, et vous pouvez bien évidemment vous inscrire pour participer à ça, à ces essais. Il y aura aussi des quads et tout ça, mais bon, je pense que vous ne nous verrez pas trop dessus par contre. Ça pourrait être sympa. Bon, sinon, on va revenir un petit peu sur le GP de Turquie de ce week-end, sur une piste. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Nico? Est-ce que Julien, d'ailleurs, tu as vu le GP ou pas? Tu as eu l'occasion de Alors, voir? j'ai pas pu voir le Grand Prix parce que j'étais à Aspirant comme, Ouais. où mon frère faisait la course. Donc voilà, j'étais à Aspirant, j'ai pu voir le Grand Prix. Après, j'ai regardé un petit peu les résultats, les résumés. Et voilà, je suis Après, c'est bizarre quand même, parce que qui fait une manche sur deux, sur trois, t'aurais eu le temps normalement. Et ouais, j'aurais pu avoir le temps, mais là, ce week-end, il s'est bien battu quand même. Il a tapé dans la grille à la seconde manche et il a cravaché, il est bien remonté. Là, j'ai rien à dire. Ouais. Bon, ouais, du coup, ce Grand Prix de Turquie, ben, nouveau Grand Prix, piste artificielle, on va dire un petit peu similaire à ce qu'on voyait au Qatar, sauf que là, il faisait jour. C'est bon, voilà, je pense qu'il faut de tout pour faire un championnat du monde. C'est bien de voir des pistes un petit peu différentes. On va avoir encore une piste originale à Seine, dans le sable. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que le motocross, il faut que ça reste vraiment traditionnel avec des collines et on va dire peu de sauts, ou est-ce que c'est bien de varier et d'avoir sur un championnat du monde en tout cas d'avoir plusieurs types de circuits? Bon, c'est plutôt bien de varier à partir du moment où le circuit est beau. Voilà, Mhm. si tu varies mais pour quelque chose qui est pourri, c'est sûr que c'est pas terrible de varier. Donc voilà, à partir du moment où le circuit est beau, peu importe, on va dire la texture. Mais voilà, c'est sûr qu'il faut que ça offre des dépassements, ça puisse offrir des dépassements. Il faut que le terrain soit, voilà, qu'il n'y ait pas des doubles traces où ben, une trace fait gagner une seconde par rapport à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense ça. Mhm. Je pense qu'à partir du moment où le terrain est beau, peu importe la texture, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Julien? Ouais, moi, je pense que c'est bien de voir des pistes comme on a pu voir ce week-end. On peut voir certains pilotes s'affirmer un peu plus que d'autres, comme par exemple Prado, qui était un peu plus en difficulté, je crois, ce week-end, alors qu'il dominait les week-ends précédents. Et on a vu une piste rapide et voilà, qui se rapprochait peut-être un peu plus des circuits américains. Et on voit donc que c'est en 2,5 Covington qui gagne, donc un pilote américain. Donc voilà, ça permet de voir d'autres pilotes devant, à part bien évidemment en MX1 où RLX a encore gagné, mais en MX2, voilà, on voit un peu plus de bagarre et c'est peut-être aussi intéressant. Et justement, Même si à t'as pas vu le part- Grand Prix, t'as dû voir les images de Prado et l'accrochage avec Et Jonas, ouais. Jonas. C'était assez impressionnant. Pour toi, c'est quoi? C'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute à quelqu'un déjà ou est-ce que c'est juste un fait de Euh, course? je pense que c'est un fait de course. Je ne serais pas sur qui remettre la faute. Après, c'est vrai que que Prado, pardon, s'est quand même imposé à l'intérieur. Après, Jonas l'a certainement pas vu, mais normalement, enfin, quand un pilote arrive à l'intérieur, on est censé couper à l'extérieur. Après, là, il y avait vraiment beaucoup de vitesse. C'est pour ça aussi que c'était vraiment spectaculaire. Mais je ne savais pas vraiment sur qui remettre la faute. Je pense que les deux ont été surpris à l'appel du petit saut qu'il y avait. Et donc voilà, après, c'est surtout chez KTM où là, ça a dû un peu plus causer. Mais moi, je ne savais pas sur qui remettre la faute. Ah, bah, je suis d'accord avec toi, Ouais. Julien. Il y a deux pilotes qui ont insisté, deux pilotes qui ont rien lâché, et au final, ben, deux pilotes qui sont par terre. Donc voilà, c'est comme si deux pilotes arrivent en face à face, mais que aucun des deux lâche. Là, pour moi, c'est quasiment le même cas de figure. Mm, On peut pas mettre la faute plus sur l'un que sur l'autre. Voilà, on peut dire que Jonas s'est rabattu, on peut dire que Prado a trop insisté alors qu'il se rabattait. Bon, voilà, c'est un fait de ouais, course, ça arrive. Hein. C'est- Ouais, tout à fait. Après, chez KTM, c'est sûr que bah, chacun défendait son poulain. Donc, parce que c'est quand même, on dit KTM, mais c'est quand même deux teams assez différents. Le team de Prado et le team de Jonas ne sont pas sous le même auvent. Donc, voilà, je pense après ça, ça n'a pas dû s'arranger, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et juste, tant qu'on y est, il y a pas mal de questions sur le live, donc je vais y aller. Je vais les faire dans le désordre. On a Kevin Kersi, qu'on connaît bien, qui nous demande si nous on a fait aussi un DUT commerce. Kevin, est-ce qu'on a la tête de commerciaux? Nico et moi, est-ce que tu crois qu'on ressemble vraiment à des commerciaux? Non. On va dire ça, ouais. Mais après, c'est tout. On peut pas vendre autre chose. Ouais, ouais, on a fait DUT, d'accord, mais moi c'était DUT génie méca, donc tu sais, les moins futés de DUT, et Nico c'était génie civil, toi.
Bien évidemment, mais bien plus futé que le génie méca d'ailleurs. Oui, oui. Enfin, bon. Pour tenir une pelle et. Enfin bref, voilà. Après, on a. Ça a mené à la plus grosse société du monde, mxreflexion.com. Voilà, exactement. Comme quoi. Dire. Ensuite, on a Florian qui nous demande tu en penses quoi de la domination de KTM en MXGP? Surtout, ouais, en MXGP et MX2 du coup. Alors, ben, Julien. Ouais. Donc je pense que C'est du la moto domination de pilote. KTM. Ouais, ben voilà. Je pense que pour être compétitif en mondial cette année ou même dans les saisons qui vont arriver, je pense, si on n'a pas Air Links dans ses rangs, à mon avis, c'est pas possible, de pouvoir gagner, je pense. Il est vraiment au-dessus, on le voit, il accélère quand il veut, physiquement il est au point, enfin, il y a tout qui va pour lui, je pense. Donc là, je pense que c'est KTM, donc ont Air Links, donc à mon avis, c'est eux les meilleurs pour quelques années. Après, je connais pas la suite pour Air Links, s'il va rester en mondial ou quoi que ce soit. Mais je pense que tant qu'il y aura Air Links, pour l'instant, je vois pas un autre pilote capable de rivaliser avec lui. Ouais, c'est vrai, Donc, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un pilote dominer autant. Hein. On avait vu, il y a eu une période de Geyser qui était dans les devants, on a eu une période de Fèvre, on a toujours eu Keroli, mais on n'a jamais eu de pilote qui dominait autant, on va dire, sur une manche qui mettait autant de secondes. Peut-être il y a un certain temps à l'époque Keroli, mais de mémoire, c'était pas autant qu'Erlings quand même. Et là, Erlings, il met un gros coup de massue à tout le monde et ça a l'air de leur faire mal. Donc c'est vrai que ouais, je crois. Vas-y. Ouais, je crois qu'il a gagné 15 épreuves, je crois, cette saison sur 18 épreuves là. Donc, Sachant qu'il était blessé, donc voilà. Ouais, voilà. Assez remarquable. Après, tu disais physiquement très solide. Je voulais revenir un petit peu à ça. Il a un petit peu adapté le programme d'Aldon Baker parce qu'il a eu la chance d'aller là-bas, s'entraîner un petit peu, de prendre des infos sur la méthode Baker. Donc, il fait très très attention à l'alimentation. Et là, il lui tarde qu'un seul truc, a priori, c'est d'être champion du monde pour aller dans un McDonald's ou faire n'importe quoi. Et toi, à ce niveau-là, bon, Adrien Lopez en parlait un petit peu sur le temps de l'humour. Est-ce que tu fais attention toi à ça, sachant que tes parents vendent de la très bonne charcuterie? Et ouais, ça c'est un peu mon problème. L'alimentation, c'est pas trop ça encore. Mais c'est sûr que je pense qu'il faudrait y travailler pour être encore plus performant. Mais voilà, l'alimentation, c'est pas trop ça. Déjà, j'habite à Laconne, il y a de la charcuterie toujours dans le frigo. Les McDo, je pense que j'y vais aussi un peu trop souvent. Et après, Adrien Lopez, il parle peut-être un peu trop vite parce que il y a 15 jours, j'étais chez lui. Je suis allé m'entraîner pendant 2 jours chez lui. Et les repas qu'on a mangés, c'était pas vraiment le top non plus, au niveau de l'alimentation. C'est bien, on aime bien quand on répond comme ça, Adrien Lopez. Et ouais. Ouais, bon, si on revient rapidement au résultat de ce week-end, en 2,5, ben, comme on l'a dit, Prado un peu en difficulté. Alors en deuxième manche surtout, première manche, il était quand même bien parti, il était pas mal, il était en train de remonter sur Jonas. Du coup, Covington en a profité pour gagner, il a profité de ce petit accrochage. Et derrière, on a vu un triplé on va dire de second couteau, mais très régulier et qui commence à s'approcher. On a Olsen, Lawrence et Watson, donc 3 bons pilotes qui terminent à égalité de points. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Watson avait 2 points de retard. Il a 2 points derrière, mais bon, ouais. Ils étaient très très serrés. Ouais. D'accord, mais il me semblait que les 3 avaient fini à égalité, donc tu vois, ma mémoire me fait défaut. Donc sinon après au niveau des 450 ben, toujours pareil comme on l'a dit, hein, Erlings et après ben, Nico tu vas... Ouais, le reste ça a coupé. On s'en fout, le reste on a tous parlé de Romain Fèvre. Voilà, justement, j'allais parler de Romain Fèvre par rapport aux nations. Donc, il fallait me laisser finir, il y a toujours une chute. Exactement. Allez, voilà. T'as brisé le show, on va être obligé de le refaire. Entre les coupures et tout ça, c'est vrai que... Non, c'est vrai que le deuxième sujet épineux du lundi, c'est vrai qu'après la chute Prado-Jonas, c'est quand même la non-participation de Romain Fèvre. Après, lui aussi, une chute. Donc, vas-y, je te lance, Nico, je te laisse y aller. Oui, très très épineux. Là, tu m'as sorti un mot encore. J'avais l'impression d'être dans un rosier quand tu m'as dit ça. Bon, du coup, oui, Romain Fèvre blessé. On a envie de parler du motocross des nations. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, qu'est-ce que t'en penses, Julien? Il a des côtes cassées, il a eu un trauma crânien, ou du moins une côte cassée.
Est-ce que tu penses que dans 4-5 semaines, il sera sur pied pour aller aux États-Unis? 1 mois, hein, ouais, c'est 1 mois. Je pense que je pense qu'avec la rééducation, toutes les divisions, je pense qu'il va certainement être prêt donc dans 1 mois. Après, c'est est-ce qu'il sera assez entraîné et est-ce qu'il sera au point pour pouvoir défendre les couleurs de la France de son meilleur niveau? Ça, après, j'en suis pas sûr. Après, pour le motocross des nations, je sais pas avec la FFM ou avec lui, avec Musquin aussi, comment ils vont s'entendre. Ça, je peux pas trop avancer les propos parce que je me suis pas penché assez. Alors, je vais pas te poser la question épineuse, toi, Julien, je vais la poser à Nico, parce que c'est encore de l'épineux. On reste toujours dans du piquant, tu vois. Si par exemple, Romain Fèvre ne participe pas au motocross des nations parce qu'il est blessé, on va dire que, au point de vue de la FFM, ça semblerait logique d'appeler Marvin. Et si Marvin ne souhaite pas le faire, qu'est-ce qui peut se passer? Quel pilote on pourrait sélectionner au niveau de la France? Parce que c'est vrai que peut-être que ça lui a pas plu le fait de ne pas être sélectionné. Ouais, tout à fait. Je pense que même eux, je pense que ça va être compliqué de demander à Marvin. Ouais. Même si je pense pas qu'il soit trop rancunier là-dessus. Bon, enfin, on n'en sait rien. Mais derrière, imaginons, voilà, Marvin ne peut pas ou il ne veut pas. Je sais pas, il y a des gars comme Xavier Bogue quand même qui a été champion de France élite. Il faut pas oublier que ces gars-là, ça veut faire de la moto. Alors il est certes en pré-retraite, mais bon, on l'a vu quand même. Il a gagné à Briennon, si je me trompe pas, Julien. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Donc c'est quand même quelqu'un qui s'entraîne encore. Hein. Voilà, c'est des gars. Il faut pas oublier, ils roulent qu'en France, mais ça fait partie des meilleurs pilotes du monde aussi. Voilà, non, comme ça, tu m'as posé la question, je m'y attendais pas, Blaise. Ouais, je sais. Du coup, je dirais ça. Non, c'est vrai que ça semble compliqué parce qu'en fait, à part ces pilotes-là, on n'a pas tellement de pilotes au niveau mondial qui sont capables de rivaliser aux États-Unis sur un terrain assez compliqué avec les meilleurs pilotes du monde encore. C'est même pas niveau mondial, c'est niveau, c'est vraiment les meilleurs. Interplanétaire. Ouais, c'est ça, de la galaxie, quoi. Donc, non, c'est vrai que c'est l'épreuve, on va dire, où il y a quasiment le meilleur niveau dans l'année. Donc voilà, c'est vrai que ça semble compliqué. Si Romain Fèvre ne participe pas à cette course, ça semble un peu compliqué pour tout le monde, on va dire. Donc, on a Bobby qui rentre dans le débat et Benoît qui lui répond de suite: non mais Bobby, calme-toi, Baguette, il prendra pas la licence FFM pour remplacer notre ami Romain Fèvre, parce que bon, Bobby, je sais pas si tu le sais, Julien, mais c'est un fan inconditionnel, il est tout le temps là sur les lives et c'est un grand fan de Blake Baguette. Donc là, il est très triste parce que Blake a fait une mauvaise saison et en plus ce week-end il n'y avait pas de cross aux US. On retrouve un Bobby Lapointe déprimé, mais je vois que tu lui as redonné le sourire quand même. Ah, mais tant mieux alors. Bon, sinon Nico, on a sinon, on a dit Xavier Bogue, mais on a parlé en début de show de Julien Roussali sur un 350 qui se débrouille bien, pourquoi pas? Pourquoi pas. On peut te lancer là-bas, dans le Grand Bain. Ah, moi je refuserai pas, mais bon, je ne garantirai pas les résultats. Bon, Nico, est-ce que tu as... Oui, il y a Romain aussi qui nous dit Benoît Paturel, c'est vrai. Alors, Benoît, voir la forme du moment, c'est vrai que c'est un des pilotes les plus rapides aussi sur le niveau élite. Donc, c'est vrai que lui aussi, on peut faire appel à lui. Il a fait des bons résultats en mondial. Voilà, à voir. C'est à voir. Bon, du coup, je pense qu'il est grand temps d'enchaîner sur la question du jour, présentée par la question CPO, que Julien attend depuis le début et que tout le monde attend. Oui, je le vois. Je le vois. Même ton team, il est en train de se déchirer mal. Ce CBO arrive depuis. En face, là. Il est en face de lui. Et du coup, voilà, les magasins CBO Toulouse et Agen, ainsi que Hate Racing pour les kits déco, tout est sponsor, Julien, tu vois, justement. Non, juste une question un petit peu plus sérieusement. Jusqu'à quel âge il faut se donner les moyens pour vivre du motocross? Donc toi, tu as 19 ans, tu vas te donner les moyens jusqu'à quel âge? Je pense que là, moi, il me reste donc 2 ans encore à faire à l'UT. Donc je vais vraiment tout donner pendant ces 2 ans pour voir où c'est que je serai dans 2 ans. Après, je pense que là, je suis sur la bonne voie. Je m'entraîne vraiment bien là, notamment depuis cet été déjà, pour la saison de Supercross. J'ai fait un podium ce week-end, j'espère continuer dans les courses qui vont arriver. Et donc après, voilà, pour continuer, c'est quel âge? Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge il faut se donner les moyens? C'est juste là, tu peux te donner les moyens pour arriver à vivre du motocross. Je pense que voilà,
pour moi, je pense que je continue donc ces 2 ans d'IUT. Et après ces 2 ans, je pourrais voir à peu près où j'en suis, me situer. Mais il faut savoir que pour vivre du motocross, il faut vraiment, je pense, rouler devant, notamment au niveau notamment dans le supercross. Je pense qu'il y a quand même quelques primes à prendre, mais pour arriver à en vivre toute la saison, c'est assez compliqué. Donc voilà, il faut vraiment avoir des résultats et être devant. Après, en vivre dans la catégorie ASX2, je pense que c'est plus compliqué que dans la catégorie ASX1, où les primes sont un peu plus élevées. Et donc voilà, je pense que moi, je vais continuer déjà sur les 2 ans qui arrivent. Et là, je ferai un point et je verrai où j'en suis à peu près. Bon, parfait. Après, vas-y Nico pour juste Blaise, sans être péjoratif, mais est-ce que une carrière à la Soubeyras, ça tirait les... Ah, pour moi? Ouais, pour toi, Julien. Ah oui, oui. Oui. Je pense que je préférerais presque ça que un mondial ou quelque chose comme ça. Depuis. Bon. On a juste quelques légères coupures, donc je fais un petit résumé de ce que j'ai compris moi. C'est Nico qui demandait si une carrière à la Soubeyras ça tirait Julien, et toi tu as dit, je pense, parce qu'avec les coupures on n'a pas trop entendu, que ça tirait bien, non? C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Depuis tout petit, je préférerais plus une carrière par exemple à la Soubeyras, en faisant par exemple l'élite et après le championnat Supercross, même si Soubeyras part aux États-Unis là normalement l'hiver prochain pour faire le championnat de Supercross. Mais voilà, je pense que ça m'attirerait un peu plus que d'aller faire une saison. Quand j'ai vu un petit peu comment ça évoluait le monde des Grands Prix et la scène du Supercross en Europe, je pense que voilà, ce serait plus intéressant pour moi de faire le championnat de France du Supercross. Après, les championnats aussi en Allemagne, en Angleterre, tout ça, je pense qu'il y a quand même quelques sous à prendre et je pense qu'on peut vivre assez confortablement si on roule devant dans ces championnats pendant les quelques années de nos carrières. Bon, parfait, c'est très bien. Donc moi je vois une question, enfin c'est pas une question, c'est sur le live, c'est Benoît qui dit que j'arrête pas de dire je rebondis, donc je rebondis sur ça pour te dire que je vais le dire un peu moins. Tout simplement. C'est bien de le dire. Le mec est très très bon. Belle répartie. Belle répartie, Blaise. Je préfère. Tu sais, je rebondis un peu sur tout, donc je vais arrêter de rebondir et puis, et puis voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Julien. Ça fait plaisir d'avoir un pilote de la région. Ça fait plaisir de voir que tu évolues très bien, très vite et que tu te donnes les moyens de réussir. Donc, Nico, je te laisse. C'est cool. C'est cool de recevoir des jeunes comme lui, comme Calvin, de les avoir maintenant. Ils sont de par chez nous. Ça risque d'être des stars interplanétaires un peu plus tard. Donc moi, on pourra dire, on les a eus sur le live à Mix Réflexion du lundi. Et d'ailleurs, live, pas mal de succès sur ce live, Julien. Tu pourras regarder, mais il y a eu pas mal de vues. On a eu pas mal de monde dans le live, en tout cas. Quasiment autant qu'avec David Vuillemin. Donc tu vois, ça promet une bonne carrière en Supercross, tout ça. En fait, ok, je regarderai. T'avais invité tout le Tarn, donc du coup, on a tout le département. Ouais, c'est ça. Moi qui pensais qu'il n'y avait pas internet dans le Tarn, et tu vois, j'ai une mauvaise langue. Et ouais, c'est ça. Merci à toi, merci Julien. Écoute, on se croise sur les terrains par là et bonne fin de saison à toi. En tout cas, merci Julien. Et nous, on va sortir pas mal de nouvelles vidéos donc dans la semaine. Si vous êtes au Kenny Festival, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. On sera à bord de piste, on sera dans le parcours, on sera un petit peu partout. Donc, si ça vous fait plaisir de nous payer un coup à bord, venez. C'est Nico qui se charge de ça. Moi, je me charge plutôt de la partie motocross, lui de la partie buvette. Donc, n'hésitez pas. On passera un beau week-end. Ça va, on se retrouve tous la semaine prochaine et ce week-end pour ceux qui veulent nous voir. Salut à tous. Parfait, salut à tous. Ciao. Allez, bonne soirée. Merci.